République démocratique du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Excellence, à vous. président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, la tenue de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies m'offre l'opportunité de partager avec les États membres de notre organisation la vision et les préoccupations majeures de mon pays, la République démocratique du Congo, face aux enjeux de l'heure dans le monde. Cependant, en avant-propos, je voudrais féliciter son Excellence M. Denis Francis pour son élection à la présidence de notre auguste Assemblée et rassurer l'ensemble des membres de son bureau du soutien de mon pays dans l'accomplissement de la noble mission leur confiée par notre institution. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas le président sortant, M. Saba Korosi, pour son leadership clairvoyant et son dévouement qui ont contribué à faire avancer les débats et à trouver des solutions concertées. Mes remerciements s'adressent également à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour son engagement actif et permanent en faveur de la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, pendant que se tient ici à New York cette session, le peuple marocain n'a pas encore fini de pleurer ses victimes ni guéri ses plaies par suite des puissants tremblements de terre survenus dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 septembre en cours, causant la mort de plus de 3000 Marocains, en blessant au moins 5000 et détruisant plusieurs villes et localités du royaume. De même, les Libyens ne sont pas encore sortis des traumatismes des inondations qui ont ôté la vie à plus de 20 000 personnes et provoqué d'énormes dégâts matériels le dimanche 10 de ce même mois. Le peuple congolais salue la mobilisation de la communauté internationale pour secourir ces peuples frères du Royaume du Maroc et de la Libye. Il leur exprime toute sa compassion et sa solidarité et souhaite une prompte guérison à tous les blessés de ces deux calamités naturelles. Monsieur le Président, au-delà de déplorer ces calamités naturelles, l'actuelle session de l'Assemblée générale se tient à une période exceptionnelle de notre histoire où le monde est confronté à des situations graves qui menacent l'existence même de la nature humaine. À la guerre en Ukraine qui entraîne la crise alimentaire, marquée par une flambée des prix et une pénurie de denrées de première nécessité, s'ajoute l'aggravation des effets du réchauffement climatique, des conflits armés qui continuent à faire rage ci et là. Ces crises qui se renforcent mutuellement mettent au défi le système multilatéral et la coopération internationale. Or, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social, instaurer les meilleures conditions de vie, sont en effet des vœux unanimes et intemporels de tous les peuples du monde qui doivent par conséquent demeurer au centre de notre action collective suivant une approche réellement multilatérale et inclusive. Nous sommes interpellés à travailler ensemble en vue de répondre
à ces défis qui sont de portée existentielle. C'est pour cette raison fondamentale que je salue la pertinence du thème central annuel de cette session, intitulé « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. » Cette thématique place les valeurs de solidarité et de confiance au cœur des facteurs de la relance et l'accélération des solutions aux défis mondiaux étroitement imbriqués afin que faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Ces deux valeurs prennent tout leur sens dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui. À ce sujet, il est essentiel de rappeler qu'à mi-chemin vers l'atteinte des ODD en 2023, sous l'effet conjugué des catastrophes climatiques, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de Covid-19, les inégalités et la pauvreté se sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements de population atteignent des niveaux records. Et les catastrophes climatiques et environnementales plongent le monde dans un risque systémique et existentiel des plus graves. Pour venir à bout de ces fléaux qui sont des menaces réelles à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'un obstacle majeur à la prospérité et au progrès des nations, il est évident que la mutualisation des énergies et une approche multilatérale dans la confiance réciproque et la solidarité sont des atouts majeurs et indispensables. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes meurtrières depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamdai Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation
en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées, sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles
et refusent le précantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foi des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférence des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques, et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles, ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prises incitatives tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment
ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Monsieur le Président, le multilatéralisme et le respect d'un système mondial fondé sur des règles ont soutenu la paix, la sécurité, la santé et la prospérité dans de vastes parties du monde depuis 78 ans. Les Nations Unies incarnent ces principes et restent un acteur indispensable pour faire face aux menaces existentielles contemporaines, qu'il s'agisse de la crise alimentaire actuelle, du changement climatique, du terrorisme, ainsi que des pandémies et de la prolifération nucléaire. Aucune de ces menaces mondiales critiques ne peut être résolue par des nations agissant seules, aussi puissantes soient-elles. Tout cela exige une coopération multilatérale. Pour conserver la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit montrer qu'elle est capable de s'adapter au temps présent et de relever avec efficacité et responsabilité les défis d'aujourd'hui. Aussi, pour donner un nouveau départ au multilatéralisme, la réforme de la Charte des Nations Unies sur les points clés, Conseil de sécurité, veto, chapitre 7, recours à la force, est-elle indispensable, mais ne serait pas suffisante. Les chantiers ne manquent pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. Des problèmes globaux sont abordés plusieurs fois dans différentes enceintes, sous des angles différents, de façon contradictoire. D'autres ne le sont jamais, nulle part. Chaque bureaucratie internationale entend persévérer dans son être. À ce sujet, la demande pressante et incessante de mon pays et de l'Afrique tout entière est d'élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu'organe pilote et décisionnel de l'ONU, afin de pouvoir intégrer en son sein 2 représentants du continent africain en qualité de membres permanents aux fins de consacrer un équilibre géographique juste et représentatif. D'où la pertinence et la nécessité de réformer notre organisation vieille de 78 ans, qui accuse certaines limites face aux mutations actuelles et à la dynamique internationale, afin de lui donner plus d'inclusivité, aussi bien dans sa composition que dans son processus de prise de décision, qui désormais devra prendre en compte la voix de l'Afrique. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerre et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo est l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes, du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées au conflit et de réparer, un tant soit peu, le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme,
ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable, en plus, de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo reste convaincue que l'ONU reste le cadre le plus approprié pour discuter de l'avenir de notre planète et des relations aussi bien entre les peuples qu'entre les États. Suite à la tenue d'élections démocratiques et apaisées au Zimbabwe, je lance un appel pressant aux Nations unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Cependant, pour remplir efficacement ces lourdes et délicates missions et mériter la confiance de tous, l'ONU doit incarner les valeurs de justice, d'équité et de solidarité et être représentative de tous dans notre diversité culturelle, politique, économique et sociale. C'est là tout le sens de sa réforme sur laquelle les Africains ne cessent de revenir et du combat que nous devons tous mener. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de bien vouloir. L'Assemblée va entendre une allocution d'inondations meurtrières. Donc le président Tshisekedi a demandé à tous d'exprimer donc leur solidarité et d'être en communion avec les victimes de ces pays frères. Ensuite, le président a rappelé le thème de cette Assemblée générale qui est celui de rétablir la confiance et de raviver la solidarité mondiale. Il a rappelé la nécessité justement d'avoir du multilatéralisme et d'avoir une solidarité mondiale parce que les problèmes du monde ne pourront être résolus que collectivement. Ensemble, nous sommes plus forts. Et il a rappelé, il a martelé cela, mais il a dit que pour pouvoir le faire, il faut que l'humanité, que la communauté internationale
puissent travailler de concert, malgré les conflits, malgré les tensions qui puissent exister, qu'on puisse avoir une culture de dialogue et un travail en commun, notamment à partir, bien sûr, des ensembles sous-régionaux, des ensembles continentaux. Le président aussi rappelait qu'il fallait justement ne pas avoir de politique de deux poids, deux mesures. Il a fustigé en quelque sorte le côté équivoque parfois de cette communauté internationale qui s'émeut pour un conflit, et alors que d'autres conflits sont oubliés, sont laissés dans, si on peut dire, les couloirs de l'histoire. Et il a rappelé pour cela quelques conflits, celui qui se passe par exemple au Soudan, celui qui se passe au Mozambique. Et il a rappelé que par exemple, aujourd'hui, le monde entier s'émeut du conflit qui se passe au niveau de l'Ukraine, mais il y a aussi un autre conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Il s'agit du conflit qui se passe à l'est de la RDC, où des groupes armés, des milices qui sont financées par des pays voisins, notamment le Rwanda, telle que la milice de terroristes du M23, qui sèment qui sèment la terreur justement, qui mettent en danger la paix et qui déstabilisent notre pays. Et il a dit qu'il faudrait que la communauté internationale se mobilise justement pour mettre fin à ce genre de fléau. Et le président a rappelé notamment que de ce point de vue-là, le gouvernement, les autorités de la RDC demandent instamment de mettre en œuvre et d'accélérer le retrait de la MONUSCO, cette mission des Nations Unies qui est venue ici en RDC depuis plus de 2 décennies pour essayer de rétablir la paix et la stabilité, et qui malheureusement a connu, si on peut dire, un semi-échec, puisqu'elle n'a pas pu rétablir la paix en RDC. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, le gouvernement congolais a mis les moyens et veut que le pays assume lui-même sa souveraineté et puisse garantir, c'est-à-dire que notre armée, notre police, nos forces de sécurité puissent garantir elles-mêmes justement la stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Donc de ce point de vue, le gouvernement congolais, hors de toute tension, hors de toute polémique, hors de tout conflit, va accompagner l'accélération justement de ce retrait de la MONUSCO. Mais ça veut dire qu'on va quand même garder des partenariats que l'on construira avec nos partenaires internationaux, que ce soit des pays, que ce soit des régions, que ce soit des organisations étatiques ou non étatiques, pour essayer justement de continuer à coopérer et de renforcer, de consolider cette paix et cette stabilité au Congo. Le président a aussi rappelé que de ce point de vue-là, il fallait que la communauté internationale condamne et un discours qui soit un discours clair, un discours sans équivoque sur le rôle mené par le Rwanda qui finance le M23, qui déstabilise, qui tue, qui viole, qui sème le chaos à l'est de la RDC. Donc de ce point de vue-là, le président Tshisekedi a salué de façon solennelle le geste des États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement américain qui a tout récemment condamné le Rwanda pour le soutien que le Rwanda apporte aux terroristes du M23, qui ne respectent aucune des résolutions prises par les pays de l'Afrique de l'Est, notamment dans le cadre du processus de paix de Nairobi ou du processus de paix de Luanda. Ensuite, le président Tshisekedi a rappelé justement cette nécessité d'avoir une action solidaire au niveau mondial, et c'est pour ça qu'il a parlé d'un des défis majeurs de l'humanité aujourd'hui, qui est le défi de la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique. De ce point de vue, le président Tshisekedi a rappelé que la RDC, pays qui détient un des plus grands bassins forestiers mondiaux, celui de la forêt justement tropicale, de la forêt qui couvre plus de 2/3 de la superficie du Congo, qu'on est conscient de nos responsabilités face au défi mondial aujourd'hui du réchauffement climatique. Mais de ce point de vue-là, il a dit qu'il y a une solidarité à avoir au niveau des Africains, et il a rappelé les résolutions qui ont été prises récemment au sommet climatique africain de Nairobi au Kenya, où l'Afrique a essayé et a réussi de parler d'une seule voix pour pouvoir justement travailler et avoir une feuille de route bien précise sur la lutte contre le changement climatique, et notamment 2 choses très importantes que l'Afrique réclame dans cette feuille de route, c'est notamment la réforme de l'architecture financière mondiale pour que plus d'argent soit alloué
pour pouvoir aider l'Afrique à avoir justement cette transition énergétique pour que l'Afrique puisse se développer, mais se développer de façon durable pour ne pas répéter les erreurs de l'Occident qui s'est développé en polluant énormément de façon, sans retenue. De plus, l'Afrique et le Congo en particulier insistent pour qu'il y ait la mise en place au sein du marché du crédit carbone au niveau mondial d'un prix juste et d'un prix équitable de la tonne carbone, afin que ça devienne quelque chose d'incitatif qui puisse aider justement les pays africains à avoir ce qu'on appelle une croissance verte. Parce que cette croissance verte qui viendra des pays africains qui sont aujourd'hui en plein boom démographique permettra justement au monde de pouvoir atténuer le réchauffement climatique. Enfin, le président Tshisekedi a aussi rappelé que le Congo détient parmi les minerais les plus précieux, notamment le cuivre, le cobalt, le manganèse, le tungstène, le lithium, des produits qui rentrent, des minerais qui rentrent dans la fabrication de nouveaux outils pour faire face à la transition énergétique. Et de ce point de vue-là, le Congo est ouvert pour essayer de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques afin de pouvoir exploiter ces minerais de façon durable bien sûr, mais tout en transformant ces minerais au Congo, en Afrique, pour pouvoir capter une partie de cette plus-value et créer de l'emploi et donner de l'emploi à notre jeunesse qui représente aujourd'hui près de 70% de notre population. Il a dit aussi que le Congo, conscient de ses responsabilités, s'était engagé à consacrer 30% de la superficie de son territoire à la préservation de la biodiversité. C'est aussi un défi auquel l'humanité est confrontée. Enfin, le président a parlé aussi du multilatéralisme au niveau des organisations des Nations Unies, notamment justement l'ONU, où il se trouve actuellement, pour rappeler cette revendication africaine qu'il s'agit de demander qu'aujourd'hui, vu le poids démographique de l'Afrique, vu son importance dans l'économie mondiale et la géopolitique mondiale, il faut que l'Afrique ait 2 représentants au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais 2 représentants permanents. Parce qu'aujourd'hui, l'équilibre qui a donné le Conseil de sécurité avec 5 membres permanents, c'est un équilibre qui sortait de la guerre de 1945. Beaucoup de temps ont passé et aujourd'hui, les équilibres géopolitiques mondiaux doivent se réorganiser et notamment l'Afrique a son mot à dire au niveau du concert des nations. Le président a aussi parlé enfin d'un sujet très important qui est celui de la place de la femme. La femme en Afrique, on sait quelle est l'importance de la femme pour le développement de l'Afrique et il a parlé de tout le projet que lui a mis en œuvre au Congo notamment en tant que champion africain de la masculinité positive. Cette masculinité positive qui est une nouvelle façon de penser le rapport entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, une nouvelle façon de donner aux femmes leur importance et leur place, leur égalité que légitimement elles méritent au sein des institutions, au sein des cercles de décision et aussi notamment penser aux victimes, des femmes qui ont été victimes de viols, de violences dans le cadre des conflits. C'est pour ça qu'en RDC, on a créé notamment le FONAREV, ce fonds d'aide aux victimes justement des violences qui a été créé tout récemment et qui sera doté de moyens pour venir en aide à celles qui sont meurtries par ces violences. Et puis, le chef de l'État a enfin parlé aussi de la nécessité pour la communauté internationale de travailler de concert et d'aller de l'avant. Un message, donc, on pourrait dire un message fort. C'était le 4e discours donc, du chef de l'État devant la tribune de l'ONU. Désormais, le Congo, la République démocratique du Congo est une voix écoutée, une voix autorisée qui s'exprime donc devant le monde. Et c'est une voix que l'on doit entendre encore souvent. Merci d'avoir été fidèle donc aux médias sociaux de la présidence de la République. On vous laisse donc continuer à suivre justement ces échanges, vos réactions, vos commentaires ici en bas de l'écran vont nous permettre d'améliorer ce service. Mais désormais, sachez que ce sera un rendez-vous régulier à chaque fois qu'il y aura des grandes occasions, des prises de parole du chef de l'État, des grands événements qui se dérouleront dans le pays. Vous pourrez suivre ça en direct sur tous les réseaux sociaux de la CELCOM, donc de la cellule de communication de la présidence de la République. Merci et bonne suite de programme sur les réseaux sociaux de la CELCOM.